18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Noémie Alioua est notre invitée. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur aussi de ce livre La terreur jusque sous nos draps, Sauver l'amour des nouvelles morales aux éditions Plon. C'est un livre absolument passionnant dont on va parler dans un instant. Mais vous êtes aussi journaliste notamment pour I24 News. Vous étiez en Israël en octobre et au mois de décembre et vous avez suivi de près ce qui s'y passe. J'aimerais juste qu'on regarde évidemment la pression que met en ce moment Israël pour la libération des otages avant le Ramadan. On en parlait dans le petit JT il y a quelques instants, avec évidemment la question de l'offensive armée. Explication Corentin Brio et je vous passe la parole ensuite. Un nouvel avertissement de la part d'Israël. Si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici le début du Ramadan, l'armée continuera son offensive sur Rafah. C'est ce qu'a déclaré Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou. Le monde doit savoir et les dirigeants du Hamas doivent savoir que si d'ici au Ramadan les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah. Une menace qui plane au-dessus des presque 1,5 million de personnes entassées dans la ville de Rafah, qui se trouve à la frontière fermée de l'Égypte. La majorité des déplacés vivent dans des conditions très dures, comme l'explique Sigrid Kaag, coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza. Les conséquences potentielles d'une telle opération à l'heure actuelle seraient désastreuses. Plus d'1 million de personnes sont entassées à Rafah, qui n'est pas prévu pour 1 million de personnes. Dans les abris, dans des sortes de constructions aléatoires recouvertes de bâches en plastique, les conditions sanitaires sont très préoccupantes. Face à la pression diplomatique et internationale, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé que l'armée israélienne assurerait un passage sécurisé aux civils en cas d'assaut sur la ville de Rafah. Voilà pour la situation en Israël. La société israélienne est déchirée par la question des otages. Oui, elle est déchirée depuis le début de cette guerre. Elle est traumatisée, même c'est une nation qui a été traumatisée depuis le 7 octobre, qui ne s'en remet pas. Et lorsque vous allez sur place, vous vous en rendez compte. Cette question des otages, elle est centrale depuis le début de la guerre et elle continuera à l'être. Israël ne renoncera pas à ses otages. Une vie est une vie. Et puis on met toujours, si vous voulez, on pointe toujours la responsabilité d'Israël dans cette situation qui s'envenime à mesure que le temps passe. Mais je rappelle que si le Hamas libérait les otages du jour au lendemain, la guerre s'arrêterait. Absolument. Rachel Kahn, sur cette question de cette pression qui est mise jusqu'au bout pour la libération de ces otages, dont on rappelle le nom chaque soir sur notre antenne. Oui, et merci de le faire. Une vie égale une vie. Et après, il y a aussi une philosophie de vie en Israël qui est de ne rien céder sur chaque vie humaine aussi. Donc, il y a évidemment les familles, mais dans toute l'histoire de ce peuple-là, l'individu aussi a un prix. Et je crois que c'est une grosse différence aussi, ça, politiquement et philosophiquement. Vous avez aussi été l'auteur, Noémie, de l'affaire Sarah Halimi et le nouvel antisémitisme en France, il y a quelques années. Il existe, ce nouvel antisémitisme, il est très présent. Les chiffres des actes antisémites ont explosé dans notre pays. Ça ne vous surprend pas, j'imagine? Ça ne me surprend pas. Peut-être le premier à avoir vraiment dénoncé ça, c'est Georges Bensoussan, dans les années 2000, avec les territoires perdus de la République. Il parlait bien de ce nouvel antisémitisme, pas en ce qu'il était nouveau, mais en ce qu'il était importé en France. Pendant des siècles, il y avait une sorte d'antisémitisme chrétien lié à l'idée du déicide, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On sait pourquoi Sarah Halimi a été assassinée, pourquoi Ilan Halimi a été assassiné, pourquoi les Juifs ont été assassinés aussi à l'hypercacher. C'est à chaque fois cette idée d'un antisémitisme qui est importé et très souvent, malheureusement, au nom d'un islam dévoyé. Absolument. Joseph Massescaron, est-ce que ça vous inspire? Oui, moi ça m'inspire beaucoup parce qu'évidemment, on a raison de situer Bensoussan. Moi je pense à Pierre-André Taguieff, qui aussi a écrit La Nouvelle Judéophobie. Quand il l'a publié en 2002, 2003, si ma mémoire est bonne, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, hein? Un procès en sorcellerie a été fait à son encontre. Et donc, oui, bien sûr, moi, ce qui m'a toujours frappé, réellement, c'est le monde qu'il y avait après Carpentras et aussi après Halimi, l'absence, justement. Enfin, il y avait trop d'absence, beaucoup trop d'absence. Voilà. La République a été absente pour vous? Ah oui. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agissait de dénoncer l'extrême droite, la République était là. Et puis lorsqu'on s'est aperçu progressivement,
que les choses étaient nettement plus complexes, hein, avec en effet les travaux de Bensoussan ou de Taguieff. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui étaient aux abonnés absents. Et c'est là, je crois, enfin, vous connaissez mieux ça que moi, mais c'est là où on s'aperçoit qu'il y a eu une sorte de cassure. C'est-à-dire qu'on a finalement accepté par petits bouts des choses, l'inacceptable. C'est-à-dire on a accepté la barbarie ordinaire. Vous êtes d'accord avec ça, Noémie? Oui, avec cette idée que ce qui est très intéressant de dire, c'est que cet antisémitisme qui s'attaque aux Juifs s'attaque aussi à la France. Quelque part, la France et les Juifs sont dans le même bateau. Et d'ailleurs, tous les musulmans aussi qui ne veulent pas de cette radicalité, si vous voulez. Il faut qu'on comprenne qu'on est tous ensemble contre la barbarie, contre la radicalité, et donc on doit créer des alliances. Et quand on entend le président Lula, le président brésilien, icône d'un certain nombre de personnalités de gauche, comparer aujourd'hui les attaques menées par Israël à la solution finale. Il était au sommet de l'Union africaine qui se tenait à Addis Abeba, en Éthiopie. On se dit que toutes les digues sautent, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais finalement, vous savez, c'est devenu un élément assez fondateur de la politique des pays dits du Sud ou des BRICS. Alors, on pourrait rétorquer des tas de choses à M. Lula, hein, déjà commencer par lui poser des questions sur la manière dont le Brésil traite les peuples premiers qui vivent toujours au Brésil. Et vous pouvez regarder toutes les dictatures d'extrême gauche latino-américaines, elles ont rarement respecté les droits des populations qui vivaient mais pour en revenir à Israël, l'époque précolombienne. Oui, mais c'est pas neutre quand même, parce que ça montre bien l'hypocrisie absolue du système international. Après, moi, ce que je voyais, c'est qu'il y a pour la première fois aujourd'hui, un responsable du Hamas a donné un nombre de morts de combattants du Hamas. Et c'est très intéressant. Alors, un responsable. Alors, non pas le bilan global des victimes, le bilan global, le nombre des combattants morts. Mais jusqu'à présent, le Hamas ne faisait jamais la distinction. Et donc, à chaque fois qu'il communiquait sur le nombre de morts, on avait l'impression que c'était 100% de morts civiles. Là, il dit 6 000 morts combattants du Hamas. Donc, même à supposer qu'on prenne les chiffres au premier degré, qui ne soient pas minimisés, ça montre bien qu'on n'est pas dans une politique de génocide, justement, parce que c'est un ratio. Alors, c'est atroce, c'est une tragédie pour les civils palestiniens, mais il y a bien d'autres gens, malheureusement, qui vivent des conflits ailleurs sur la planète. C'est plus ou moins le ratio de ce qui s'est passé entre le nombre de morts combattants et le nombre de morts civils. Par exemple, à Mossoul, quand la coalition occidentale s'est battue pour reprendre la ville aux mains de l'État islamique. Et c'est infiniment moins, par exemple, que le ratio de nombre de morts civils en Syrie, pour ne pas aller très loin d'Israël, quand Bachar el-Assad bombardait un certain nombre de villes. Donc on peut évidemment poser des questions sur la stratégie menée par l'armée israélienne. On peut évidemment se préoccuper de la tragédie que vivent les civils palestiniens. Mais c'est très important parce que ça montre que toute cette rhétorique et qui s'installe aussi en Europe, qui s'installe aussi en France, parce que c'est ce que les gens répètent en permanence. Oui. Israël est en train de mener un génocide. Non, on peut contester, on peut critiquer, on peut poser des questions sur la manière dont se comporte l'armée israélienne, mais non, et vous parliez de la philosophie de la vie israélienne, non, il n'y a pas d'intention génocidaire de l'armée israélienne à Gaza. C'est toujours mieux de le dire. Et les chiffres, justement, c'est triste d'en arriver là. Vous avez évoqué ces chiffres. Noémie Alua, je vous ai demandé de venir pour ce livre, La terreur jusqu'au sous nos draps. Alors c'est un essai sur un féminisme totalitaire, dites-vous, actuel, qui entend régenter notre intimité, celle du couple en particulier, et diaboliser le masculin et victimiser le féminin pour en finir avec la liberté d'aimer. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce constat? Alors vraiment, que je crois que nous évoquons assez régulièrement dans cette émission avec Rachel Kahn. Écoutez, je suis tombée sur une interview des réalisateurs du dessin animé Vaiana, donc du Disney Vaiana. Et les réalisateurs étaient très fiers d'annoncer que ça allait être la première princesse Disney sans histoire d'amour et donc que ce serait le summum du féminisme. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour être totalement féministe, il faut être libéré de l'amour. Ça veut dire que l'amour est un poids pour la femme. Et donc j'ai commencé à lire, si vous voulez, un petit peu toutes les théoriciennes de cette idée-là, chez les féministes dites radicales, qui s'attellent à attaquer ce sentiment amoureux entre l'homme et la femme. Et je me suis rendu compte que c'était tout à fait pensé, c'était tout à fait réfléchi, et que cet amour-là, l'amour pour l'homme de la part de la femme, est considéré comme une servitude et qu'il faut s'en libérer pour être totalement libre. Et donc je me suis dit, il faut sauver l'amour. Un asservissement quasiment de la femme envers l'homme. Et alors la semaine dernière, on a évoqué Sandrine Rousseau qui affirmait que dans le combat contre les violences faites aux femmes, on ne pouvait compter sur aucun homme. Quand elle dit on ne peut compter sur aucun homme, la phrase est terrible.
Et c'est très intéressant, moi j'appelle ça le reductio ad porsum, j'ai créé ce concept dans mon livre. Vous savez, c'est le philosophe allemand Leo Strauss qui parlait de reductio ad Hitlerum. C'est un procédé rhétorique qui consiste à disqualifier son adversaire en l'associant à Adolf Hitler. En gros, il s'agit de ne pas avoir à argumenter en l'associant directement au mal. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, on fait du reductio ad porsum, c'est-à-dire qu'on réduit tous les hommes à des agresseurs sexuels, malheureusement. C'est ce que fait exactement la députée écologiste Sandrine Rousseau, en expliquant qu'en gros, il n'y a aucun homme qui pourrait se tenir aux côtés d'elle pour défendre le féminisme. Et donc, c'est mettre tous les hommes dans le même bateau et mettre en danger l'amour. Absolument. En danger l'amour, ça vous fait réagir, Rachel. Oui, j'adore. Non, mais merci pour ce... je trouve le concept génial. Utilisez-le, il appartient à tout le monde maintenant. Non, mais c'est surtout à quel point on est à un degré de victimisation et de victimocratie que même l'amour devient un instrument pour se victimiser. Donc on part dans des endroits là au-delà du réel, à mon sens. Et puis toujours de manière incessante de mettre les personnes dans des cases, de les déshumaniser. Et ça, c'est le ressort d'à peu près tout aujourd'hui et qui nous pollue en réalité et qui pollue l'ensemble de nos relations. Alors les hommes, ils disent quoi? Joseph Massescaron, Jean-Sébastien Ferjou, accusé, répondez. Non mais je trouve ça effectivement très intéressant. Ça passerait mal. Bon alors, je vais laisser Jean-Sébastien d'abord répondre, après Joseph. Allez-y, je trouve ça Jean-Sébastien. très intéressant et surtout, ce qui est complètement vain, me semble-t-il, dans les campagnes auxquelles on assiste à l'heure actuelle, c'est d'imaginer que ça pourrait effectivement défaire les violences, nous permettre de vaincre la bataille contre les violences sexuelles et sexistes. Parce que oui, certainement, il y a des composantes culturelles. On voit bien que d'ailleurs, certaines sociétés ou certaines cultures sont plus porteuses d'une vision de la domination masculine ou d'une supposée infériorité féminine. Mais au bout du bout, ça n'empêche pas qu'en tant qu'individu, ce qui est important, c'est quand même d'armer les individus pour détecter les êtres pervers face à eux. Il y a des hommes pervers, il y a des femmes pervers. Oui, mais quand les femmes ne sont pas exemptes de perversité. Quand on surpolitise tout, on élimine totalement la dimension, alors que ce que nous devons apprendre à nos enfants aussi, c'est que oui, le mal, ça existe, ça fait partie de la nature humaine, et que oui, il faut détecter, parce que sinon, si on a l'impression que c'est juste un système politique et que si on en est débarrassé, c'est exactement les mêmes illusions que toutes celles des totalitarismes du XXe siècle, créer un homme nouveau. Il a réfléchi. Joseph Massescaron, il a bien réfléchi. Il va dire un truc acceptable. Non, il y a un féminisme radical qui a été, à mon sens, qui a été pollué par un lesbianisme radical. Qui fait que toute figure masculine doit être annihilée. Tout ce qui représente l'homme doit être éradiqué, systématiquement. Et là, pour le coup, pardon de parler, là je parle en tant que gay, parce que ça, également, les gays le vivent, ça, c'est cette situation. Donc, il y a une sorte de, comment dire, de pollinisation de la pensée radicale lesbienne qui a touché le féminisme radical. Alors ça a eu à une époque, ça a eu des vertus. Ça a eu des vertus. C'est-à-dire à la fin du 19e, au début du 20e, avec des poètes comme René Vivien ou autres, ça a eu des vertus. Mais aujourd'hui, ça n'a plus du tout cet aspect-là. Bon, vous êtes d'accord, Noémie Alioua, ou pas? C'est intéressant, mais ce n'est pas exactement mon point de vue. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les féministes radicales, on sent qu'il y a une forme de romantisme rentré. Elles affirment qu'elles haïssent les hommes, qu'elles veulent vivre sans eux, mais quelque part, on lit entre les lignes une sorte d'amour déçu. Il y a une sorte de passion triste, avec cet esprit revanchard qui est très caractéristique de l'époque. Donc, sans doute qu'il y a aussi ce que vous annoncez là, mais moi, ce que je lis beaucoup, c'est au contraire une déception immense, en fait. Une déception immense et faire de cas particuliers une généralité sur les hommes. Et ça, c'est problématique. Oui, je ne crois même pas, que sur une partie, justement, il n'y a pas de déception. Il y a le fait de se dire, peut-être qu'on peut se passer carrément des hommes. Alors, vous toujours argumenté, en tout cas, dans les ouvrages. Dans votre livre, vous parlez de la déconstruction des contes pour enfants. C'est un peu ce vous venez d'évoquer avec le petit film de Disney, enfin le grand film de Disney. La fin de la galanterie, c'est terminé. Quiconque est galant avec une femme est suspect. Oui, parce qu'on vous explique que la galanterie, si vous voulez, c'est du sexisme bienveillant. Donc, à partir du moment où vous tenez la porte d'une femme, à partir du moment où vous l'invitez au restaurant, et bien là, c'est le début, si vous voulez, c'est le début de l'agression, puisque, par exemple, l'actrice Isabelle Adjani vous parle des 3 G, galanterie,
grivoiserie, goujaterie. Donc à partir du moment où vous ouvrez la porte à une femme, vous êtes déjà presque, vous avez en tout cas l'ADN d'un violeur malheureusement. Et c'est vrai que ce continuum-là, pour parler des violences qui part de la galanterie et qui va jusqu'au pire, eh bien il faut casser ce continuum pour sauver l'amour et au contraire pouvoir dénoncer beaucoup plus durement les agresseurs qu'on appelle aujourd'hui les porcs depuis le mouvement Balance ton porc. Et vous dites aussi que l'amour est devenu l'emprise amoureuse en réalité. On ne le voit que par ce prisme-là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, il faut défendre une forme d'emprise. Je m'explique, c'est un concept flou qui n'a pas de définition juridique, l'emprise qui est utilisée à tort et à travers aujourd'hui pour pathologiser et pour psychiatriser le sentiment amoureux. Or, que disent les spécialistes à chaque fois qu'il est question d'emprise ? Qu'il y a un rapport de subordination, d'asymétrie, de vulnérabilité, d'inégalité. Mais qu'est-ce que la passion amoureuse si ce n'est un peu tout ça également ? Donc, je ne dis pas que toutes les formes d'emprise sont défendables. Je dis qu'il y a une différence de degré et non de nature entre ces emprises qui sont dangereuses, qu'il faut dénoncer, et ces emprises qui font partie du jeu amoureux, qui font souffrir, mais qui font partie encore, qui doivent être défendues en tant que telles. Et il y a aussi, dans ce recours permanent à l'emprise, ça peut exister bien sûr, mais une forme de déresponsabilisation. Oui, c'est-à-dire c'est totalement. ne plus Bien assumer sûr. ses responsabilités. Bien sûr, Parfois, on fait bien des sûr. choix qui se révèlent être des erreurs. Eh bien, oui, il faut savoir assumer ses erreurs plutôt que de considérer que c'était forcément l'autre qui De était, la faute de l'autre. qui était Rachel en cause. Rachel Kahn ? Non, mais quand je vous entends, et notamment sur les portes, la galanterie, parce que en fait, après, ça devient aussi le tremplin pour la goujaterie et des mecs qui vous balancent la porte à la figure. Quitte à choisir, vaut mieux qu'ils la tiennent plutôt qu'ils la dans la Voilà. figure. Ça, c'est sûr. Et je ne peux pas ne pas vous parler des femmes israéliennes qui ont été prises en otage et ce qu'elles ont pu vivre. Et effectivement, ce décalage entre les néo-féministes qui n'arrêtent pas justement de sortir des tribunes sur les micro-agressions et ce qui se passe dans le réel par rapport à ces femmes. Et leur silence assourdissant Absolument. sur les massacres du 7 C'est octobre ça. et le fait que les femmes ont été Et les tuées femmes parce que yézidis. femmes. Les femmes yézidis. Et vous avez raison. 7000 Et femmes les yézidis et très longues, prises en ces otage, renoncements. converties de force par l'État islamique. Vous vous souvenez, à l'époque, Silence. des féministes occidentales. Femme iranienne aussi, silence. Oui, Famille exactement. Liberté. Mais parce que les femmes victimes de Et l'islam ne rendons sont pas hommage des aux victimes. familles Parce que iraniennes. malheureusement, Noémie, le dernier débat mot. du féminisme est instrumentalisé politiquement, dans un certain sens. Et donc, il y a des affaires qu'on va plus mettre en avant, comme l'affaire Depardieu, et d'autres qu'on va un peu plus passer au silence, malheureusement, comme l'affaire Miller. Donc, vous avez une sorte de féminisme rouge qui va politiser et qui va se servir de certaines affaires et qui va essayer d'en passer d'autres sous silence. Il faut dénoncer ça parce qu'évidemment, ce n'est pas la question de la femme qui est défendue là, c'est un objectif politique. La terreur jusque sous nos draps. Sauver l'amour des nouvelles morales. Formidable livre aux éditions Plomb. Merci beaucoup Noémie Alioua d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Jean-Sébastien, Joseph et Rachel. Dans un instant, sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Thomas Schnell pour Europe 1 soir et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.